tragique. Mauvaise rencontre de manière de penser, l'une que le mal rêvait d'interrompre. Meurtre, décès, insignifiant, un assassin, on sait tous qu'il n'avait rien de clément. J'ai reçu un coup de fil m'apprenant que s'était passé quelque chose vers la gare Saint-Lazare, à Avco-Martin. Donc je me suis dépêché sur les lieux, mais je ne savais pas encore ce qui s'était réellement passé. J'avais juste entendu que s'était passé quelque chose et qu'il y avait sûrement des blessés. Donc une fois arrivé sur place, j'ai tout de suite compris parce qu'il y avait des pompiers, des policiers, et puis une foule qui s'agglutinait autour d'un endroit. Et c'est là que c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait mes camarades et qu'ils m'ont annoncé que Clément avait été frappé et qu'il avait perdu connaissance et qu'il allait être emmené par les pompiers. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous rendus à l'hôpital où il était donc hospitalisé. Et c'est petit à petit qu'on a pris conscience que voilà, il allait nous quitter. Et sa mort, elle n'était pas encore annoncée. Et on s'est tous retrouvés entre proches, militants. Et puis c'est là qu'on nous a annoncé que Clément était mort. Die antifaschistische Gruppe Clément Méric und die Gruppe die Skinheads den Hauptverdächtigen Esteban Morillo, die haben sich ja getroffen bei einem Klamottenkauf bei der Metrostation Chaussee-Lantin. Und die beiden Gruppen wussten vorher nicht, dass sie aufeinandertreffen. Und es kam zu einer Auseinandersetzung, zu einer körperlichen Auseinandersetzung am Ausgang, beziehungsweise nach dem Verlassen der Verkaufsräume. Und die Vision des Ermittlungsrichters ist, die beiden Gruppen wussten vorher nicht, dass sie in dieser Weise aufeinandertreffen. Das heißt, es gab keine Vorbereitung der Tat, sondern die Tat wurde begangen im Rahmen der Auseinandersetzung. Diese Vision kann man kritisieren, weil ja sozusagen die Skinheads, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren, Hilfe herbeiriefen. Das heißt, die haben ihren Leuten gesagt, kommt, da ist was und da sind irgendwelche Zecken sozusagen in deutscher Faschosprache ausgedrückt, in deutscher Nazisprache ausgedrückt. Das sind irgendwelche Zecken, kommt dabei und bringt Verstärkung. Und die Leute, die herbeieilten, die sind natürlich nicht, die haben nicht aus Affekt heraus gehandelt, sozusagen aus dem Glauben, wir sind angegriffen worden, sondern die sind hingegangen mit der Absicht abzurächen. Aujourd'hui, l'enquête est toujours ouverte et avec les proches de Clément et ses camarades, nous souhaiterions qu'une des vérités qui est tue depuis le début soit sortie, c'est-à-dire que Esteban Morillo avait un point américain quand il a frappé Clément. Lors des autopsies, les spécialistes ont dit que Clément avait été frappé avec autre chose que les poings, mais il n'avait pas statué sur quelle était l'arme. Aujourd'hui, donc, nous souhaitons que cette vérité sorte et qu'on arrête de dire que c'était une violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, puisque c'était faux. Les deux principaux inculpés, Esteban Morillo et Samuel Dufour, ont aujourd'hui été relâchés. Samuel Dufour 6 mois avant Esteban Morillo, car selon le procureur en charge de cette enquête, il n'y avait plus de besoin de les garder en détention. Cela montre dans un sens qu'est-ce qui se passera lors du procès, puisque s'ils sont déjà relâchés alors que l'enquête n'est pas encore terminée, on a toutes les idées de penser que ce procès se terminera pas comme nous on le souhaite.
par rapport aux assassins de Clément, ce qu'il faut savoir, c'est que, à part le fait qu'ils étaient juste des bonnets de néo-nazis, l'assassin de Clément, enfin le principal accusé, Esteban Morillo, il faisait partie du groupuscule 3e Voie, dont son chef Serge Ayoub est le nazi notoire français depuis toujours. Et ce qui est assez troublant dans cette histoire, c'est que cet homme, Serge Ayoub, qui depuis des décennies se revendique comme fasciste ou néo-nazi, patriote, etc., on lui a donné la parole dans les médias. Et quand je dis les médias, ce n'est pas les médias d'extrême droite, c'est les médias, les chaînes de télévision, comme on peut avoir en Angleterre ou aux États-Unis, CNN. Voilà, ici c'est BFM TV, iTélé, des chaînes voilà, très regardées. On lui a servi la soupe. Et cet homme-là, comme je vous l'ai dit, il a fait passer dans les médias qu'il ne connaissait pas les assassins de Clément, alors que Esteban Morillo avait sur lui des marques complètement identifiables à sa mouvance et qu'il avait été pris en photo avec ce même Serge Ayoub. Donc, en plus de mentir complètement sur lui et ses relations, il a également essayé de démontrer que c'était Clément et nos camarades qui avaient attaqué le groupe de fascistes et se faire passer ainsi pour des victimes et plus généralement pour des victimes de la société en tant que nazis. Donc c'est à ce moment-là que la pression médiatique elle a commencé à être plus forte sur nous et ainsi que la pression policière et puis que voilà on a commencé à comprendre qu'il fallait que la vérité sorte. Nous, en tant que militants anticapitalistes et révolutionnaires, on n'attend rien de l'État, on n'attend rien de la justice. Nous, ce qu'on attend, c'est que juste la vérité, elle soit dite. Et voilà, nous, on ne peut pas accepter que Serge Ayoub et ses sbires comme Morillo et les autres, ils se font passer pour des victimes. Pour comprendre la situation au moment de la mort de Clément, il faut remonter un petit peu en arrière à l'année 2010, qui est vraiment une année charnière pour comprendre ce qui se passe au niveau de l'antifascisme et de l'extrême droite en France, puisque c'est l'année où Marine Le Pen va arriver à la tête du Front National et elle va un peu bousculer les représentations par rapport à l'extrême droite. C'est aussi le moment où le mouvement antifasciste va perdre ses deux principales structures organisées, qui sont le réseau No Pasaran et le réseau Alfront, qui tout au long des années 2000 s'est affaibli. Et les ennemis, on va dire, de l'antifascisme en ont profité pour faire tout un travail de déconstruction de l'antifascisme et surtout de caricature de l'antifascisme, ce qui fait que c'est une lutte qui a eu tendance à décliner au même moment où l'extrême droite institutionnelle, c'est-à-dire le Front National, se normalisait, rentrait vraiment dans le cadre, et où, c'est la conséquence logique, des groupuscules violents refaisaient leur apparition. Ils avaient plus ou moins disparu ou avaient une activité très faible dans les années 80, fin des années 90, début 2000, et petit à petit, tout au long des années 2000, on a vu apparaître des nouveaux groupes, les identitaires qui sont apparus en 2003, une résurgence du mouvement skinhead et également un renouveau de tout ce qui est la mouvance nationaliste antisémite qui s'inspire du régime de Vichy et qui, eux, pareil, sont revenus, se sont rénovés pendant cette période.
Et au même moment, il y a, pendant que le Front National se normalisait et favorisait en quelque sorte la poussée de ces groupuscules très violents, il y avait un mouvement national catholique qui prenait de l'importance en France autour de la mobilisation des gens de droite, des gens tout à fait qui étaient généralement pas encartés au Front National, de ces gens de droite qui se mobilisaient contre le mariage pour tous, le mariage aussi pour les homosexuels. Et c'est cette époque-là qui était assez terrible, où quasiment toutes les semaines en France, à Paris en particulier, on avait des mobilisations de droite dans la rue avec des gens qui étaient, comme je l'ai dit, des gens de droite type UMP, le parti de Sarkozy, mais aussi des gens de l'extrême droite, alors pas seulement du Front National, mais aussi de ces petits groupuscules, Action française, donc des royalistes, tout ça, qui venaient et qui étaient présents dans ces grosses manifestations et qui essayaient d'une certaine manière de les radicaliser. Donc l'agression qui a coûté la vie à Clément est arrivée dans un contexte qui était en fait assez défavorable à l'antifascisme, puisque à la fois il était très affaibli et dans la société il y avait un grand mouvement réactionnaire qui prenait sa revanche un petit peu, et puis une extrême droite donc, qui se banalisait et des groupuscules violents qui faisaient leur réapparition. La conjonction de tout ça, c'est pas ce qui a, ce qui a produit, c'est pas le résultat, enfin la cause principale de la mort de Clément, mais ça crée un contexte qui l'explique. Oui, ce qu'on peut ajouter, c'est que vraiment au moment où Clément est mort, ça a été un choc pour ses proches, c'est sûr, aussi pour les gens qui militaient avec lui, et puis pour tous les gens qui se sentaient antifascistes, alors je veux dire des antifas radicaux ou des gens qui avaient juste une sensibilité, on va dire, antifasciste, ce qui les poussait à aller dans la rue de temps à autre contre le FN. Ces gens-là, ils ont pris conscience qu'il y avait vraiment, que ça existait les antifascistes, les antifas. Même ça, c'était un terme qui a eu un petit peu droit de cité. Et en même temps que les gens réalisaient que l'antifascisme existait, ils réalisaient aussi que l'extrême droite, ça existait toujours. Parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est logique, c'est comme ça que ça a commencé. L'extrême droite a fait un gros travail pour faire croire qu'elle n'existait pas. Qu'en fait, elle était autre chose, qu'elle était une alternative. Mais tout le folklore de l'extrême droite a beaucoup évolué, vraiment en grande partie grâce à un mouvement comme les Identitaires, qui ont vraiment essayé de rénover totalement l'image. La normalisation du Front National sous l'impulsion de Marine Le Pen. Tout ça a fait aussi qu'il y a un discours qui a été construit avant la mort de Clément, qui était de dire les antifas, non seulement ils sont violents, stupides, mais en plus ils sont inutiles parce qu'ils se battent contre quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est encore un discours qui est développé aujourd'hui. On nous montre du doigt, ou on montre du doigt l'antifascisme comme étant une lutte du passé, une lutte qui n'a plus de réalité parce que l'extrême droite n'existerait plus. Et là, ce qu'a rappelé aux gens de la façon la plus brutale, c'est que l'extrême droite, ça existe toujours et qu'elle peut tuer des gens et que son idéologie et ses pratiques sont dangereuses. C'est ça que les gens ont pris en pleine tête et qui a aussi créé une espèce une mini-secousse. Idéologiquement, la droite et surtout l'extrême droite a gagné en France. Pas politiquement, elle est en train de monter. L'extrême droite en France, c'est quasiment entre 25 et 30% de vote au niveau national, mais elle a gagné idéologiquement et culturellement, à tel point qu'on a des discours qu'on n'aurait pas pu entendre, même à droite ou en aucun cas à gauche il y a 30 ans. On a l'habitude maintenant de les entendre maintenant. Donc ce qui était impossible, inadmissible, devient possible. Où on a des premiers ministres, on a des hommes politiques, on a même, surtout au sein de la gauche radicale, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on répercute des discours qui viennent de l'extrême droite. Das Erstarken des Front National ist eine Konstante seit einigen Jahren, insbesondere seit der Parteiübernahme bzw. seit der Übernahme des Parteivorsitzes durch Marine Le Pen am 16. Januar 2011. Seitdem hat die Partei
in der Regel immer bei Wahlen höher abgeschnitten als bei vergleichbaren Wahlen davor. Das heißt, das sind Wahlergebnisse in erheblicher Höhe erreicht worden, wobei die Wahlenthaltung bei den Europaparlaments- und etwas darunter bei den Bezirksparlamentswahlen auch hoch ist. Und ich fürchte, die Serie ist nicht abgerissen. Das heißt, der Front National ist tatsächlich dabei, sich dauerhaft als zweit- oder drittstärkste Partei, im Augenblick drittstärkste Partei in Frankreich zu etablieren. L'extrême droite est passée, une partie, hein, certains la considèrent, une partie de l'extrême droite a vu l'opportunité d'essayer de s'implanter dans les quartiers. Et ça, c'est avec Alain Soral, c'est un intellectuel, un idéologue d'extrême droite, Dieudonné et toute une boucle des gens. Ce n'est pas une grosse organisation, mais ils ont décidé de s'adresser aux classes populaires en leur fournissant des analyses et en disant l'ennemi en France, ce n'est pas le capitalisme, ce n'est pas l'État, ce n'est pas la gauche et ses politiques racistes qu'elle a menées ou de discrimination. L'ennemi, c'est le juif. Et ils mêlent tout ça par rapport aux juifs pour en fait les amener à l'extrême droite. Et à l'heure actuelle, vous avez des discours qui sont des discours d'extrême droite qui circulent dans toute la société, pas uniquement dans les quartiers. Hein, parce qu'ils ont fait un vrai travail culturel, idéologique. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une situation en France actuellement où il n'y a pas de mouvements sociaux massifs comme on a pu le connaître et comme on en avait l'habitude. C'est-à-dire que l'antifascisme, lui, il accompagne en général les luttes. Et là, actuellement, c'est les luttes sociales qui sont un petit peu en panne en France. Et c'est ça surtout le plus important. C'est pas que la lutte antifasciste reparte toute seule dans son coin. Donc c'est ça dont on a besoin. Concrètement, Quartier Libre, au départ, c'est un collectif, c'est pas une organisation politique. On a organisé des conférences pour faire un peu, entre guillemets, de la formation politique. Donc ça a eu un petit succès, il y avait on n'a pas beaucoup de moyens, on n'est pas très nombreux, mais on nous a dit, les retours, c'est que c'était très intéressant ce qu'on nous disait, ce qu'on développait, parce qu'en fait, en gros, il y a une carence d'analyse en France sur les quartiers populaires. Il y a une grande stigmatisation, mais une carence d'analyse sur les quartiers populaires. Donc on nous a dit qu'il faut développer un peu plus, parce que ces analyses, on les entend plus, on les voit plus. Et donc après on est passé à autre chose, on a monté un site internet où là on a développé, on a mis beaucoup de textes en ligne, des vidéos, on a aidé à faire quelques vidéos pour développer. En fait, en gros, Quartier Libre, c'est plus, on a une émission de radio, donc chaque mois on fait une émission sur une thématique bien précise. On a fait sur les théories du complot, sur l'antisémitisme, sur l'islamophobie et d'autres pour essayer de réarmer. En fait, ce qui manque, c'est compliqué les quartiers populaires, mais il se passe beaucoup de choses. Les gens ne rasent pas les murs ou se taisent ou restent chez eux. Il y a des luttes sur l'immobilier, sur la question des femmes, sur beaucoup de choses, sur la question économique qui se passe. Donc nous, on essaie de populariser ce qui se fait, développer, on est un blog avant tout, une émission de radio, donc développer, donner une parole, ou faire surtout passer le relais à des gens qui parlent. Donc dans les émissions, on invite des gens issus des quartiers, des militants de quartier. Et l'intérêt de faire, c'est que les gens reprennent les articles, les analyses, parce que à l'heure actuelle, l'extrême droite a été la première à se lancer sur Internet, avec des vidéos, des analyses, et c'est elle qui tient, en fait, qui a gagné la bataille technique et culturelle. Et il faut la contrer, parce que sinon, vous avez à l'heure actuelle dans les quartiers, vous avez des analyses qui circulent chez des gens. Le Ménilmontant Football Club 1871 est un club de football autogéré qui s'est construit à l'été 2014, il y a un peu moins d'un an. C'est un club de foot qui s'est créé en opposition aux valeurs du football commercial actuel.
Donc c'est un club de foot donc on joue dans le 93 dans la division la plus basse. C'est un club de foot autogéré, c'est-à-dire que toutes les personnes qui font partie du club, qu'ils soient joueurs, supporters, peuvent participer aux décisions avec la même voix lorsqu'ils sont lors des réunions du club. Au niveau du nom du club, on a choisi Ménilmontant 1871 parce qu'on s'est tous un peu rencontrés dans le quartier de Ménilmontant, qui est un quartier de Paris populaire, un des derniers quartiers populaires de Paris, où on a l'habitude de mener des luttes sociales et politiques, notamment contre les discriminations sociales, contre le sexisme, contre le racisme, contre l'homophobie également. C'est des valeurs qui nous semblent importantes et qu'on défend dans la vie de tous les jours, mais également dans le foot. Voilà. Et pour le 1871, donc ça fait référence à la Commune de Paris, qui était donc un événement historique à Paris, un Paris rebelle qu'on estime qui nous ressemble. Donc voilà pour le nom du club. En ce moment, on lutte particulièrement pour un des joueurs du club qui vit en France depuis moins d'1 an et qui est sans papier. Il est demandeur d'asile et donc du coup on le soutient, il est beaucoup investi dans la vie du club et pour nous c'est très important qu'il reste avec nous, mais ce n'est pas un cas à part. On lutte pour la régularisation de tous les sans-papiers et pas que le cas de notre joueur et membre du club. Le mouvement des sans-papiers en France est divisé en 2 parties. Il y a les demandeurs d'asile d'un côté et les sans-papiers de l'autre. Les demandeurs d'asile sont un peu plus protégés avant leur procès, c'est-à-dire qu'ils ont un papier prouvant qu'ils demandent l'asile et donc ne peuvent pas être enfermés ou envoyés en centre de rétention. En général, les demandes d'asile n'aboutissent pas, à part dans de très rares cas et des cas très particuliers. Et en général, ces procès terminent avec une OQTF, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français, qui dure sur un laps d'1 an. Pendant ce laps de temps, ils deviennent sans papier et donc ils peuvent être arrêtés dans la rue, être envoyés en centre de rétention et leur vie est beaucoup plus précaire. En ce qui concerne les sans-papiers, la vie est précaire dès le début, c'est-à-dire qu'ils n'ont droit à pas grand-chose et sont exploités par le travail. Ils n'ont pas de possibilité d'avoir un réel contrat. Ils n'ont pas de possibilité réelle de pouvoir avoir un logement décent. Et donc, ils doivent généralement attendre pratiquement 10 ans avant de pouvoir espérer une régularisation. Et donc cette régularisation dure en général 1 an et doit être renouvelée. L'AFA, l'Action Antifasciste Paris Banlieue, on s'est créé en 2009. À la base, ça part d'un regroupement d'amis qui avaient à peu près les mêmes idées, les mêmes buts. Et on s'est donc créé, et on a donc pour but de combattre le fascisme et les idées d'extrême droite. L'AFA, elle fonctionne c'est une base affinitaire. On se connaît tous, on s'apprécie, on est à peu près dans les mêmes délires de potes. On vient tous de milieux à peu près, on vient de tous les milieux, mais on s'est tous connus à peu près au même moment à Ménilmontant. Certains viennent de quartiers populaires, d'autres de milieux plutôt de la classe moyenne, et on a tous on est tous opposés au capitalisme et au fascisme, et donc on a tous décidé de travailler ensemble pour concrétiser ça. Donc on vient de milieux plutôt de la sous-culture, le mouvement hip-hop. Pour certains, on vient aussi du milieu du football et de ce qui se passe autour, le milieu du stade. Et donc l'AFA, on a eu envie plutôt de donner une nouvelle impulsion entre guillemets au mouvement antifasciste, de voir un peu plus large, de travailler de manière peut-être un peu plus différente et d'élargir l'horizon des luttes sur lesquelles on est présent.
Donc l'AFA, en ce moment, on lutte beaucoup sur ce qui est la question des violences d'État, c'est-à-dire les violences que l'État fait subir aux minorités. On est beaucoup présent sur la lutte contre l'islamophobie en ce moment, après les récents événements de janvier de Charlie Hebdo. On est aussi présent pour la lutte à propos de la lutte pour les migrants, et principalement les migrants de Calais. On s'inscrit aussi dans la continuité des luttes anti-impérialistes, c'est-à-dire le soutien au peuple palestinien, mais aussi le soutien au peuple kurde, et ça se matérialise surtout par la participation à plusieurs manifestations, à des débats. On essaie de créer des contacts avec les camarades kurdes sur Paris par exemple. Du fait de notre autonomie, on a souvent des problèmes avec la justice. On est autonome et donc il faut savoir juste qu'on est anticapitaliste, on est révolutionnaire et on n'attend donc rien de la justice ni de l'État. Et on a donc lancé plusieurs fois des campagnes de soutien aux antifascistes inculpés qui ont toutes été couronnées de succès. On remercie vraiment toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la solidarité vis-à-vis des personnes, des antifascistes inculpés. Et voilà, nous, ce qu'on souhaite, c'est continuer à créer des liens, à tisser des liens dans le mouvement social, un soutien qui soit populaire et qui soit avec les premiers concernés des oppressions liées et à l'extrême droite et à l'État. Et les deux sont liés. Je vais un peu parler de Clément. Clément, c'était quelqu'un de très politique. C'était un réel militant. Voilà, il croyait vraiment en ce qu'il faisait. Donc le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'était vraiment tout de suite se remettre, j'ai envie de dire, la tête dans le guidon pour pas être dans l'émotion. Et voilà, dès le lendemain, c'est ce qu'on a fait. Puis ça s'est enchaîné et puis il y a eu deux grandes manifestations avec des milliers de gens. Et nous, pour honorer sa mémoire et surtout pour continuer notre lutte, c'est que chaque année, on va faire une manifestation. On en a déjà eu une l'année dernière et on aura une cette année. L'année dernière, on a également fait un festival parce qu'en plus d'être, que la politique c'était tout pour lui, mais il y avait aussi la musique. Un festival qui a affiché complet. Et ça, c'était aussi une façon d'honorer sa mémoire. L'antifascisme, c'est une lutte qui ne fonctionne pas toute seule. C'est-à-dire que pour qu'elle ait du sens, elle doit être liée à toutes les autres luttes sociales. Il faut que notre antifascisme soit un antifascisme solidaire, que ce soit par le biais des autres groupes antifascistes en France, mais aussi par le biais des groupes antifascistes internationaux, et donc allemands ou suisses, italiens, espagnols, suédois. Et c'est que en étant présent sur tous les terrains que j'ai cités précédemment qu'on arrivera à combattre efficacement l'extrême droite. Souviens-toi Madrid 2007 dans cette trame de métro. 11 novembre, date où tomba Carlos Palomino. Frère de combat tué par un militaire facho. Arrêté démocratie nationale, on était tout chaud. 4 camarades plantés par les héritiers de Franco. Alerta, alerta, antifascista, assassinado. La vengeance et la rage envahissent nos cœurs. Siempre estamos contigo, pollo. Les coups de la matinée, nos frères et sœurs, coups fatal. Y'en a Prague, Ivan à Moscou, mort de cette plus froide rafale. Meilleur moment pour leur vie sous l'œil de l'État complice. Assassine Anastasia Babulova, aidé par la police. David Cesare 2003, Milan, 13 coups de couteau. Ton décès déclenche une émeute jusque dans les hôpitaux. C'est en sortant de chez lui qu'est abattu Fyodor Filatov dans un concert antifa que s'écroule Alex Krylov. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Le meilleur hommage, c'est continuer le combat. Ni oubli, ni pardon devant les assassinats. Face aux abus de la police, face aux crimes fascistes. Jamais, non jamais, on baissera les bras, notre haine n'est pas factice. Schultz rencontre dans cette station une lame de 15 cm, perforant le cœur d'un père, laissant derrière lui ce qui l'a fait naître. Kodja Lukin pour son anniversaire est pris en traite. Coup de pierre sur la tête, coup mortel que les nazis fêtent. Au service de la bourgeoisie, attaque ceux qui aident les sans-abri. S'en prennent à Timur, Kacharava et ses deux amis. Trop de morts encore, Borodinko et Ryukin. 23 décès, 240 blessés, 2010 en Russie. Clément Méric est décédé après une violente bagarre avec des skinheads hier soir en plein Paris. Un étudiant engagé, militant, antifasciste et proche de l'extrême gauche.
Il est décédé il y a quelques heures à l'hôpital. À tous ceux et toutes celles qu'on a oubliés, ceux et celles que les bruns ont et vont martyriser. Tziganes, hongrois humiliés, syndicalistes colombiens tués, zapatistes persécutés, palestiniens enfermés, étrangers tout pays molestés, ethnie agressée, indépendantistes torturés, militants assassinés, peuple occupé, communauté exterminée. Nos luttes, nos mémoires, nos textes vous sont dédiés. Ni oubli